Donc nous allons, sans plus attendre, poser la question suivante. Comment s'engager en tant que professionnel ou bien structure de soins et de santé dans une démarche appelée pro-littératie? Comment nous allons en parler donc avec Cécile Allaire et Annie Velter de Santé publique France, que je vais inviter à rejoindre le pupitre pour nous présenter les outils et guides produits par Santé publique France afin de conduire des actions de communication ou des études en santé en faveur de la littératie en santé. Madame Allaire. On va prendre ce... Pour des raisons techniques, on va changer de micro. Oui. Bonjour, alors est-ce que ça fonctionne ? Bonjour à tous, et puis donc je tiens à remercier Virginie Ringa et puis l'ensemble du réseau pour cette invitation à cette journée. Donc ma collègue Annie Velter et moi-même travaillons au sein de l'Agence nationale de santé publique, Santé publique France. Alors on ne fait pas partie du réseau, mais l'idée aujourd'hui, c'était de vous présenter comment une agence comme la nôtre s'empare et s'est emparée de l'ensemble de vos travaux pour s'engager dans une démarche qu'on pourrait appeler pro-littératie. Donc, je change de micro, c'est mieux comme ça. Pour rappel sur les actions menées par l'agence, donc on travaille à la fois sur la question des alertes et de l'identification en cas de crise, sur les études en santé, les études sur les comportements en santé de la population, et puis également sur les actions de prévention et de promotion de la santé qui sont plus connues grâce aux grandes campagnes d'information sur les différents thèmes de santé que vous devez connaître. Alors, c'est par là. Voilà. Alors, en fait, donc ici, ce sont des visuels sur les actions d'information et de communication. Finalement, on s'est engagé depuis une dizaine d'années. Alors, on ne parlait pas du tout de littératie ou de littératie en santé à l'époque, mais on s'est interrogé, en tout cas il y a une dizaine d'années déjà, sur l'accès ou le manque d'accès aux informations en santé d'une partie de la population. Et donc on a travaillé à l'adaptation de supports d'information écrits ou de campagnes de communication, parfois télévisuelles ou via Internet, à des populations dont on pensait qu'elles étaient plus éloignées des dispositifs de communication grand public. Alors, un exemple ici sur un document sur le VIH qui est diffusé auprès du grand public. On a travaillé avec l'aide de publics destinataires et de professionnels de terrain à l'adaptation de supports d'information. Donc, on a progressivement pensé comme étant plus accessible, mais également plus accessible à tous. Voilà, là je vous donne un exemple du processus d'adaptation de ces supports d'information. Donc avec un gros travail sur la sélection de l'information. Donc qu'est-ce qu'on choisit de transmettre comme information ? En animation, on n'est pas tout à fait ordonné, mais à chaque fois qu'on a une information qui est traduite, qui est diffusée en français, on donne également une image pour les publics qui sont les moins à l'aise avec le français écrit. Un gros travail sur la lisibilité de l'information, donc par exemple la police de caractère, la mise en page, le choix des couleurs. Et un gros travail également sur l'intelligibilité de l'information, donc avec un gros travail sur pas dire forcément la simplification de l'information, mais le choix de l'information et la formulation de cette information. À partir de cette expérience qu'on a donc menée auprès de publics plus vulnérables, donc notamment des personnes en situation de handicap et des personnes migrantes, mais également avec leur soutien. C'était vraiment un travail collaboratif. On a élaboré, on nous a commandé un guide qui a été diffusé cette année. On en est un ou deux exemplaires, mais on pourra le diffuser plus tard si vous le souhaitez.
Donc un guide pratique qu'on a élaboré avec plusieurs partenaires et notamment la chaire interdisciplinaire de recherche en littératie et inclusion qui dépend de l'Université du Québec en Outaouais. L'UNAPEI, qui est une grosse association en France qui travaille auprès des personnes déficientes intellectuelles et qui a déjà aussi une bonne expérience en matière de simplification de l'information, avec l'Agence de lutte contre l'illettrisme et puis avec l'association belge Culture et Santé qui a une bonne expérience également en matière de littératie. On a émis des recommandations pour concevoir une information écrite, une information à travers les images, une information numérique et puis des échanges oraux qui soient accessibles à tous. Alors, dans la méthode que nous avons retenue, on a fait une revue de littérature, on s'est appuyé sur 150 articles et ouvrages. L'idée pour nous, ça a été de croiser en fait des articles qui émettaient des recommandations pour s'adresser à des publics spécifiques, donc soit des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes migrantes, et des articles qui émettaient des recommandations pour s'adresser mieux à des personnes qui ont des compétences réduites en littératie. Donc on a croisé l'ensemble de ces recommandations et lorsqu'elles étaient citées plusieurs fois, lorsqu'elles se recoupaient, et en général elles se recoupaient bien souvent, on les a sélectionnées en supposant qu'on pouvait penser qu'on entrait dans une démarche d'une information accessible à tous selon le principe d'une conception universelle de l'information. Ce qui n'est pas une démarche très courante en termes de communication. On a beaucoup travaillé également avec des communicants, les communications étant souvent très ciblées par population. Mais on s'est rendu compte finalement, quand on fait ce travail avec les publics, en croisant ces différents critères, on arrivait à des éléments communs. Donc ce guide est en cours de diffusion et fait l'objet d'un travail d'accompagnement. C'est là qu'on parle d'une action pro-littératie. Donc, on le diffuse auprès de nos collègues qui sont des chargés de communication. On fait un gros travail de sensibilisation auprès de nos agences de communication. Donc des grosses agences qui travaillent pour nous, mais qui travaillent pour beaucoup d'autres acteurs publics et privés. Et puis également dans d'autres réseaux, comme le réseau de l'assurance maladie, différents réseaux, l'INCA également, qui est intéressé par ces travaux, ou l'HAS, voilà, d'autres agences publiques et privées. Et puis, plus récemment, on s'est également intéressé à la façon dont nos études sont menées et on s'est donc interrogé sur la façon d'intégrer ces travaux de recherche en littératie. Donc, je passe la parole à ma collègue Annie qui s'empare de ce sujet en ce moment. Oui, en fait, c'est la force aujourd'hui, si je puis dire, de Santé publique France, puisque en fait, on a fusionné entre différentes agences, et donc là, on est en train de faire le continuum. Et donc, effectivement, là, tu avais tes exemples. Excusez-moi, j'avais pas terminé mes exemples. C'était des exemples du guide, effectivement, avec un travail sur les aspects visuels, sur l'aspect linguistique, utiliser un langage clair et simple, sur les images, le fait d'associer un texte à l'image et de travailler sur le contenu des images. Voilà. Mais je te repasse la parole. Oui. Donc en fait, moi j'ai été sensibilisée à vos travaux extrêmement récemment, grâce à Cécile. Et en fait, donc c'est un premier pas. On a décidé, et ça a été un petit peu difficile, mais en fait je dois remercier également Virginie, on a décidé d'intégrer une dimension dans les enquêtes que je mène auprès des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, plutôt sous le prisme du VIH, puisqu'en fait c'est une population qui est encore extrêmement touchée par cette pathologie, malgré que ce soit en fait une population qui soit moins vulnérable que les populations que vous pouvez rencontrer. Et donc dans ce cadre-là, on mène des enquêtes toujours très ciblées à partir de supports spécifiques que peuvent être les applications de rencontres,
ou les réseaux sociaux, et on pose des questions sur les comportements sexuels de ces hommes et sur leur capacité à avoir recours au dépistage, surtout dans le cadre de ce VIH. Et donc récemment, en 2017, nous avions déjà fait une enquête par ce biais-là, où nous avions obtenu plus de 18 000 réponses. Et donc, dans la nouvelle édition qui aura lieu en 2019, nous avons décidé donc d'intégrer la dimension sur la capacité à s'engager avec les professionnels de santé, sachant que même si c'est une population plutôt intégrée, plutôt diplômée, on est vraiment là face à un problème de recours au dépistage, d'acceptation des recommandations qui est faite à cette population-là, et aussi à une prévention qui se complexifie, puisque aujourd'hui, contre le VIH, nous n'avons plus seulement que le préservatif comme outil de prévention, mais également des outils qu'on appelle de la prévention biomédicale. Et donc, il y a une nécessité que ces personnes-là s'approprient ces outils plus complexes et les appréhendent correctement. Donc voilà notre objectif dans les prochains mois. Et aussi, nous faisons un plaidoyer pour intégrer les différentes notions et dimensions des questionnaires dans le baromètre santé de édition 2010. Voilà, je vous remercie.